Bonjour à tous et bienvenue sur Mystérieuse Affaire Criminelle. Avant de plonger dans cette affaire glaçante, pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et surtout à partager massivement. Car ce genre d'histoire, aussi terrifiante qu'injuste, mérite d'être entendue. Un jour d'anniversaire, un moment censé être rempli de sourires, de souvenirs, de promesses. Mais cette nuit-là, tout a basculé. 2 jeunes filles ont disparu. Et ce qui semblait n'être qu'un simple retard est devenu une tragédie sans nom. Pendant 20 longues années, le silence a enveloppé cette affaire comme un suaire. Les familles ont attendu, les enquêteurs ont tourné en rond. Et la ville, elle, a appris à vivre avec le doute. Jusqu'au jour où la vérité a enfin éclaté, une vérité aussi brutale qu'inattendue. Car derrière ce double meurtre se cachait un visage connu, une personne au-dessus de tout soupçon, un homme respecté, bien inséré dans la société, et pourtant un tueur froid et méthodique. Son identité a choqué tout le monde, absolument tout le monde. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que le mal n'a pas toujours le visage que l'on attend. Il peut porter un costume, un uniforme, une croix autour du cou, et il peut dormir tranquillement pendant 20 ans, avant que la justice, enfin, le réveille. Installez-vous. L'histoire que je vais vous raconter risque de vous glacer le sang. Elle s'appelait Tracy Howlett. Née un 3 mars 1982 à Dothan, en Alabama, une petite ville tranquille, où tout le monde connaît tout le monde. Elle était enfant unique, mais pas du genre capricieux, non. Tracy, c'était cette fille douce, posée, qui ne cherchait jamais à attirer l'attention, mais qui, sans le vouloir, la captait quand même. Son père, un homme droit, profondément respecté, vétéran du Vietnam, marine de formation, devenu policier une fois revenu au pays. Un héros aux yeux de tous, jusqu'à ce fichu jour de janvier 1987. Une sortie de pêche, une noyade tragique. Et voilà Tracy orpheline de père à seulement 4 ans. Sa mère, brisée, a tenu bon. Elle a refait sa vie, s'est remariée. 2 garçons sont venus agrandir la famille. Et contre toute attente, tout le monde s'est parfaitement accordé. Tracy adorait son beau-père. Il n'avait peut-être pas son sang, mais il avait conquis son cœur. Et puis, il y avait l'école. Là encore, elle brillait. Littéralement. Première de classe, toujours prête à aider, sérieuse, sans jamais être prétentieuse. Une élève modèle. Une amie fidèle. Une fille bien, tout simplement. Mais ce qui guidait vraiment Tracy, au fond, c'était sa foi. Une foi profonde, ancrée, héritée de cette famille très croyante où l'on priait autant qu'on s'aimait. C'est d'ailleurs ce lien spirituel qui l'avait poussé à faire un voyage missionnaire au Texas pendant le lycée. Un petit périple, certes, mais pour elle, un vrai tournant. C'est là-bas qu'elle a décidé, elle deviendrait médecin. Elle sauverait des vies, pas pour la gloire, mais parce qu'elle voulait sincèrement faire le bien. Alors, pour mettre un peu de sous de côté, elle a commencé à bosser pendant les vacances, vendeuse dans un magasin de fringues, et même là, elle le faisait avec le sourire. Mais au-delà des études, de la foi et des rêves, il y avait une personne, une présence constante à ses côtés, sa meilleure amie, G.B. Beasley. Et là, on entre dans un autre chapitre, parce que Tracy et G.B. Beasley, c'était plus qu'une amitié. C'était une fusion, 2 âmes qui se reconnaissent, qui avancent ensemble, main dans la main. Elles étaient inséparables, même église, même groupe de jeunes, même projet fou, même délire. Elles avaient même tenté leur chance, ensemble, au concours de beauté locale. Et vous savez quoi? Elles avaient toutes les 2 fini dans le top 10. Une fierté pour la ville et un joli clin d'œil à leur complicité. G.B. Beasley, elle, était née à Troy, le 31 juillet de la même année que Tracy. Elle avait une grande sœur de 7 ans, son aînée, mais les choses ont rapidement pris une tournure compliquée. Ses parents se sont séparés alors qu'elle était encore toute petite, et sa mère a pris les filles sous le bras pour recommencer ailleurs, à Dothan. Nouveau mari, nouvelle fratrie, 3 demi-sœurs sont arrivées par la suite. Un nouveau départ, oui, mais pas sans douleur. En mai 1994, le cœur de la famille s'est brisé. La grande sœur de G.B. Beasley est décédée. Elle avait 19 ans. Un drame brutal. Et malheureusement, ce ne serait pas le dernier. Depuis son plus jeune âge, G.B. Beasley avait toujours été une fille pleine de vie, très expressive, débordante d'énergie.
Elle était même régulièrement récompensée pour ses talents de danseuse. Après le lycée, elle rêvait d'intégrer l'université chrétienne du Texas avec une spécialisation en danse. Et ce n'était pas un simple rêve, elle avait le talent pour y parvenir. Dès 1999, elle avait déjà décroché un poste de professeur de danse et les retours à son sujet étaient excellents. La vie de ces deux jeunes filles était en plein essor. Elles vivaient à Dothan, une petite ville tranquille dans l'Alabama. Le 31 juillet 1999, c'était l'anniversaire de Beasley. Elle fêtait ses 17 ans. Tracy aussi avait déjà soufflé ses 17 bougies. Ensemble, elles se préparaient à entamer leur dernière année de lycée, l'année décisive, celle où leur rêve devait enfin prendre forme. Dès le matin, Beasley avait décidé de s'occuper de toutes ses petites obligations avant de commencer à célébrer. C'était un samedi d'été, chaud, paisible. Le soir venu, elle a retrouvé sa meilleure amie. Les deux adolescentes avaient prévu de faire un tour dans la Mazda noire que Beasley avait reçue en cadeau de la part de son père. À environ 30 km de là, dans la ville de Headland, se tenait une grande fête. Les deux amies avaient bien l'intention d'y participer. Elles ont pris la route vers 21h, avec le projet que Tracy soit de retour chez elle à 23h30. Mais il fallait déjà pas mal de temps, rien que pour l'aller. Il est donc probable qu'elle savait dès le départ qu'elle rentrerait plus tard. Vers 23h30, Tracy a passé un appel à sa mère depuis une cabine téléphonique installée près d'une station-service Chevron. Elle lui a expliqué qu'elle s'était perdue, qu'elle n'avait jamais trouvé la fête et qu'elle voulait maintenant simplement rentrer à la maison. Pendant que Tracy parlait à sa mère, une autre voiture s'est arrêtée à proximité. Au volant, il y avait une femme. À ses côtés, une jeune passagère. Beasley a décidé d'aller leur parler, espérant obtenir des indications pour retrouver le chemin de Dothan. Après quelques minutes, Tracy est revenue à la cabine téléphonique. Elle a dit à sa mère qu'elles avaient enfin une idée de la direction à prendre et qu'elle serait rentrée d'ici 1 heure maximum. Elle a promis. Mais cette promesse, elle ne l'a jamais tenue. Plus personne n'a revu Tracy ou Beasley vivante. Vers 1 heure du matin, l'inquiétude a commencé à grimper. La mère de Tracy, rongée par l'angoisse, a appelé la mère de Beasley. Et là, panique. Elle aussi ne retrouvait pas sa fille. Elle était déjà en train de s'alarmer. Tracy devait rejoindre ce soir-là un garçon, son petit ami, un certain Wade. Sa mère l'a appelé immédiatement. Mais le garçon lui a confirmé ce qu'elle redoutait. Il avait attendu les filles toute la soirée. Elles n'étaient jamais venues. Le beau-père de Tracy, totalement paniqué, s'est lancé à la recherche de la Mazda noire à travers la ville. En vain, aucune trace. Pendant ce temps, la mère de Tracy appelait toutes les urgences, tous les hôpitaux, tous les commissariats. Mais la nuit est passée et les filles n'ont pas reparu. Alors, au matin du 1er août, un dimanche, les deux familles se sont rendues au poste de police pour signaler leur disparition. Mais sur place, aucune réelle mobilisation. Les agents ne semblaient ni pressés, ni particulièrement concernés. La mère de Tracy a pourtant tout raconté. Elle a décrit le dernier appel. Elle a précisé l'endroit, la station Chevron. Elle a supplié qu'on prenne cela au sérieux. La communication était difficile. Les filles n'avaient pas de téléphone portable, un détail lourd de conséquences à l'époque. Les familles craignaient qu'il leur soit arrivé quelque chose, qu'un mauvais coup du sort les ait empêchées de rentrer. Mais elles s'accrochaient à une autre possibilité. Peut-être que les filles avaient simplement perdu la notion du temps, qu'elles avaient prolongé la soirée avec des amis et qu'elles allaient finir par réapparaître. La police, elle aussi, avançait cette hypothèse. Pour les agents, ce n'était rien d'alarmant. 2 adolescentes qui disparaissent après une fête, ça ressemblait à une fugue, pas à une urgence. Alors ils ont refusé de lancer les recherches immédiatement. Ils ont simplement renvoyé les parents chez eux, leur demandant d'attendre le retour de leur fille, sans réelle considération. Mais les proches ne pouvaient pas rester les bras croisés. Ils ont continué les recherches par leurs propres moyens, tentant de réprimer les pensées les plus sombres, et priant pour que tout cela ne soit qu'un malentendu. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'aux alentours de 9 heures du matin, ce même 1er août, un officier de patrouille, qui n'était pas encore au courant de la disparition, a repéré une Mazda noire abandonnée sur le bas-côté d'une route, dans un coin tranquille appelé Ozark. Ne connaissant rien de l'affaire, il a simplement signalé par radio qu'il venait de trouver un véhicule suspect, seul,
sans conducteur à proximité. Quelques heures plus tard, lorsque les déclarations de disparition ont enfin été centralisées, les policiers ont fait le lien. La voiture pourrait appartenir à l'une des adolescentes portées disparues. Une nouvelle équipe a alors été envoyée sur place. Ce qui frappait au premier coup d'œil, c'était l'état de la voiture. La Mazda noire était couverte de saleté comme si elle avait été abandonnée depuis des jours, alors même que les environs étaient secs et propres. Il n'y avait aucune trace de boue aux alentours. D'où venait toute cette crasse? La vitre avant-côté passager était fissurée, et à l'intérieur, on distinguait des objets éparpillés au sol, ainsi qu'un sac à main féminin. Impossible d'ouvrir les portières normalement. Il a fallu briser l'une des vitres pour pénétrer dans l'habitacle. Une fois à l'intérieur, les policiers ont fait une série de découvertes troublantes. Des liquidités, des cartes bancaires, la pièce d'identité de Beasley, des bijoux appartenant aux filles, mais aucune trace des adolescentes elles-mêmes. Ce n'était clairement pas un vol. Aucun criminel ne laisse derrière lui de l'argent, des cartes et des objets de valeur, sauf si ce qu'il cherchait n'avait rien à voir avec l'argent. Les clés du véhicule étaient introuvables, et sans elles, impossible d'ouvrir le coffre. L'état suspect de la voiture, son emplacement et le mystère autour des disparus ont conduit la police à faire appel à l'unité des détectives. Il fallait fouiller plus en profondeur. Et surtout, ouvrir ce fichu coffre. Ils ont cherché une commande à l'intérieur de l'habitacle, un bouton, une manette, un moyen quelconque de l'ouvrir de l'intérieur. Mais voilà, personne sur place ne connaissait vraiment les véhicules japonais. Alors ils ont fini par faire appel à un serrurier spécialisé pour forcer l'ouverture sans endommager davantage la scène. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Jackie, la petite sœur de Beasley, venait de rentrer à Dothan après avoir rendu visite à de la famille. Très vite, elle a remarqué un comportement étrange. Son père n'arrêtait pas de sortir et revenir à la maison, visiblement perturbé, mais sans jamais lui dire pourquoi. Puis il a décidé de l'emmener chez leur grand-mère, là où Beasley était censé se trouver aussi. Mais une fois arrivé, Jackie a compris que sa sœur n'était pas là, et leur père, toujours silencieux, a de nouveau pris la route. Cette absence, ce silence, tout cela l'a bouleversé. Naturellement, ce comportement étrange était lié à un secret que l'on cherchait à cacher à Jackie. Les adultes étaient déjà au courant de la disparition de sa sœur. Ils savaient que la voiture avait été retrouvée abandonnée à Ozark. Mais ils refusaient d'en tirer des conclusions hâtives. Ils espéraient encore, ou du moins, ils faisaient semblant. Mais vers 14 heures, ce mince espoir s'est effondré. Les policiers ont enfin réussi à ouvrir le coffre, et ce qu'ils y ont découvert a tout changé. 2 corps. Beasley et Tracy gisaient à l'intérieur, toutes deux tuées par balle. Leur disparition venait d'être requalifiée en homicide. Avec la chaleur étouffante de l'été, les corps étaient déjà en état de décomposition avancée, ce qui a rendu difficile la détermination exacte de l'heure du décès. Mais une chose était claire, elles avaient été tuées dans la nuit. À 18 heures, les familles ont été officiellement informées. Pendant ce temps, les corps des adolescentes étaient déjà transférés au bureau du médecin légiste pour autopsie. Lors de la préparation au transport, les experts de la police scientifique ont repéré un élément crucial. Une douille de calibre 9 mm coincée dans le pantalon de Tracy. Les 2 jeunes filles avaient été exécutées d'un tir dans la tête. Tracy avait reçu la balle dans la tempe, Beasley, elle, avait été touchée à l'arrière du crâne. Sur leurs bras, on a retrouvé des égratignures. En observant de plus près, les enquêteurs ont vu que leurs vêtements étaient couverts de végétation, avec des épines de plantes accrochées au tissu. Leur tenue était maculée de saleté, leurs chaussures engluées. Le bas de leurs pantalons était trempé jusqu'aux genoux, comme si elles avaient marché dans un étang boueux, ou peut-être un marécage. En inspectant minutieusement la Mazda, les détectives ont conclu que les filles avaient probablement été abattues après être entrées dans le coffre. Un trou béant traversait le plancher du coffre. Par cette ouverture, le sang avait coulé lentement jusqu'à la route, formant une large flaque rouge sombre. Cette trace macabre indiquait que la voiture avait stationné là pendant un bon moment. Pourtant, il manquait un élément essentiel, la balle. Elle n'était nulle part. Ce détail a semé le doute. Et si les filles avaient été tuées ailleurs, puis transportées dans la voiture jusqu'à cet endroit,
avant que le tueur n'abandonne le véhicule sur le bord de la route, cette possibilité devenait de plus en plus probable. Les enquêteurs ont rapidement supposé que le tueur avait emporté les clés après le crime, pour déplacer la voiture ou effacer ses traces. Ils ont fouillé la zone autour de la Mazda avec des détecteurs de métaux sur un large périmètre, mais sans succès. Les clés étaient introuvables. Un autre détail a attiré l'attention, le rétroviseur intérieur. Il avait été arraché et gisait au sol, dans l'habitacle. Ce n'était pas un petit choc accidentel. Il fallait une certaine force pour l'arracher de son support. Les enquêteurs ont donc pensé qu'il y avait peut-être eu une lutte violente dans la voiture, et qu'en touchant ce miroir, l'agresseur aurait pu y laisser des empreintes. Mais lors de l'examen minutieux de l'intérieur, aucune empreinte exploitable n'a été trouvée. Pire encore, sur le rétroviseur, les seules empreintes relevées étaient celles d'un policier chargé de l'inspection. Une négligence grave que les autorités ont tenté de minimiser. Mais le plus terrible restait à venir. Lors de l'autopsie, le médecin légiste a fait une découverte glaçante. La boue retrouvée sur les vêtements de Beasley ne se limitait pas à l'extérieur de ses pantalons. Il y en avait aussi sous ses vêtements, directement sur la peau. Cela signifiait une chose. Elle avait probablement été déshabillée, souillée, puis rhabillée après coup. Cela renforçait la crainte d'un abus, et cette hypothèse a été confirmée. Beasley a bien été abusée. Tracy, elle, ne l'a pas été. Les analyses balistiques ont aussi révélé un détail important. Des résidus de poudre avaient été retrouvés sur le corps de Tracy, indiquant qu'elle avait été tuée à environ 2 mètres de distance. Les 2 adolescentes ne portaient aucune trace de lutte sur leur corps. Rien ne laissait penser qu'elles avaient pu se défendre. Enfin, les résultats toxicologiques sont tombés. Aucune trace d'alcool, ni de drogue dans leur organisme. Elles étaient lucides, entièrement conscientes de ce qui leur arrivait. Lors du prélèvement des échantillons sur le corps de Beasley, les experts ont détecté des traces d'ADN étrangers appartenant à l'agresseur présumé. Et ce n'est pas tout. Des gouttes de sang appartenant à un tiers ont également été retrouvées sur les vêtements des 2 victimes. Grâce à cela, un profil génétique complet a pu être établi. Il a été comparé immédiatement aux bases de données nationales. Mais il fallait attendre. Le temps que la science fasse son travail, le temps que la vérité émerge, ou que le monstre se révèle. Les enquêteurs ont rapidement identifié les dernières personnes ayant vu les 2 lycéennes vivantes, 2 femmes inconnues, croisées par hasard à proximité de la station-service. Mais qui étaient-elles? Les autorités ont alors décidé de faire appel au public en relayant un message à travers les médias locaux. Et ça a marché. Les 2 témoins se sont manifestés. Il s'agissait de Marilyn, la conductrice, et de sa fille Marielle qui se trouvait à ses côtés. Elles ont accepté de coopérer immédiatement avec la police. Selon Marielle, elle s'était arrêtée vers 23h30 à la station Chevron pour que sa mère achète une boisson gazeuse. À ce moment-là, elles ont remarqué une Mazda noire garée devant l'entrée du Big Little Store, mais le magasin était déjà fermé. Alors que Marilyn revenait vers sa voiture, Beasley s'est approché pour demander son chemin. À quelques mètres de là, Tracy était encore au téléphone dans la cabine publique, probablement en train de parler à sa mère. Leurs témoignages ont permis de confirmer exactement le récit que la mère de Tracy avait donné à la police. Mais un détail très important a émergé. Selon Marilyn, à ce moment-là, la Mazda était propre, tout comme les 2 filles. Leur apparence ne montrait aucun signe de lutte, de saleté ou de stress. Cela signifiait une chose, à 23h30, elles allaient bien. Rien ne laissait présager le drame à venir. Malheureusement, Marilyn et Marielle partaient dans la direction opposée et n'ont vu que les filles repartir dans la direction indiquée. Mais un autre détail allait profondément perturber les enquêteurs. Le lieu où la voiture a été retrouvée, quelques heures plus tard, ne correspondait pas à la direction qu'on leur avait donnée. Alors une question s'est imposée. Pourquoi la Mazda s'est-elle retrouvée ailleurs? Qu'est-ce qui a poussé les filles à changer d'itinéraire? Se sont-elles à nouveau perdues ou ont-elles été délibérément piégées? Et surtout, où se trouvaient-elles lorsqu'elles se sont salies à ce point? Un vide glaçant s'était formé dans la chronologie, un vide qu'il fallait combler avant que les traces ne s'effacent. Sur la façade du petit magasin, des caméras de surveillance étaient installées. Les enquêteurs ont rapidement mis la main sur les enregistrements. La qualité des images était médiocre, floue
granuleuse, mais suffisamment claire pour identifier 4 silhouettes familières, Beasley, Tracy, Marilyn et sa fille Marielle. On pouvait même apercevoir leur interaction, furtive mais bien réelle. Mais un autre détail, beaucoup plus inquiétant, a sauté aux yeux des détectives. Un pick-up blanc. Sur la vidéo, on voyait distinctement ce véhicule suivre la Mazda noire, juste après son départ de la station-service. Quelques secondes plus tôt, le conducteur du pick-up faisait mine de faire le plein. Un détail troublant car le magasin était déjà fermé. S'il voulait vraiment payer son essence, il n'aurait eu aucun moyen de le faire. Tout laissait penser qu'il avait faim de se ravitailler pendant qu'il observait discrètement les filles. Un comportement calculé, prédateur. Malheureusement, la vidéo était trop floue pour distinguer quoi que ce soit de précis. Ni le visage du conducteur, ni même la plaque d'immatriculation. Les images ont été imprimées et diffusées, mais la résolution était tellement mauvaise qu'il était impossible même de deviner la nationalité du conducteur. Les enquêteurs ont alors élargi leurs recherches en étudiant toutes les routes possibles que les filles auraient pu emprunter après la station-service. Et à l'ouest de la zone, non loin du petit magasin, un résident local a signalé un fait troublant. Vers 2 heures du matin, il avait entendu des coups de feu. Il avait même appelé la police pour le signaler. Les autorités se sont rendues sur place et ont effectivement retrouvé des douilles au sol. Pendant un instant, l'espoir a ressurgi. Et si c'était le lieu du crime? Et si l'affaire allait enfin être résolue? Mais après analyse, le coup est tombé. Le calibre des douilles ne correspondait pas. Ce n'était pas l'arme utilisée contre Beasley et Tracy. Encore une impasse. Pire encore, les enquêteurs n'étaient même pas sûrs de l'endroit où les adolescentes avaient été tuées. Le 8 août 1999, une ligne téléphonique spéciale a été ouverte pour recueillir les témoignages de témoins potentiels. Un prix de 25 000 $ a également été annoncé pour toute information utile. Les affiches avec les photos de Tracy et Beasley, ainsi que celles de leur voiture, ont été placardées dans toute la ville de Dothan, mais aussi dans les villages alentours. L'affaire avait désormais pris une telle ampleur que plus de 150 agents des forces de l'ordre ont été mobilisés pour trouver le ou les responsables. Mais malgré l'ampleur du dispositif, une chose restait vraie. Le meurtrier courait toujours. Mais même au 18 août, l'enquête piétinait. Aucune avancée majeure. Alors, dans un ultime effort pour faire bouger les choses, la récompense fut portée à 35 000 $ et 3 agents du FBI ont été intégrés à l'enquête. Mais là encore, rien. Jusqu'à ce que, le 1er septembre, la police décide de prendre un risque. Elle publie enfin les photos floues du suspect, vues à la station-service, et du pick-up blanc. Même si ces clichés étaient quasiment illisibles. Contre toute attente, cela a fonctionné. Un témoin s'est présenté au commissariat avec une histoire très étrange. La femme de Johnny Barentine est venue parler à la police. Elle a raconté qu'aux alentours de 23 heures, le 31 juillet, Johnny était sorti acheter du lait pour leur fils de 2 ans, prétendument au petit magasin de la station-service Chevron. Mais ce qui avait surpris la famille, c'est qu'il n'était rentré qu'après 1 heure du matin, alors qu'ils habitaient à 2 pas. Encore plus bizarre, Johnny était revenu troublé, abattu et avait raconté qu'un pick-up noir l'avait poussé hors de la route. Quelques jours plus tard, il aurait même confié, alors qu'il avait bu, à des amis qu'il savait peut-être quelque chose au sujet des 2 lycéennes assassinées. Après ce témoignage, le 2 septembre, la police d'Ozark a interpellé Johnny, âgé de 28 ans. Son comportement lors de l'interrogatoire, bref mais troublant, a suffi aux enquêteurs pour le placer en garde à vue. Pourtant, il n'existait aucune preuve matérielle contre lui. Pas d'armes, pas d'ADN, pas de témoins directs. La famille de Johnny était furieuse. Ils affirmaient que Johnny était un homme doux, timide, incapable de tuer qui que ce soit. Il avait une petite fille, n'avait jamais possédé d'arme à feu et, selon ses proches, n'aurait même pas su comment s'en servir. Les voisins interrogés l'ont décrit comme agréable, discret, non violent. Mais malgré cela, ces étranges confidences, son lien potentiel avec la station-service et le fait qu'il ait été présent près des lieux au moment des faits ont convaincu les enquêteurs qu'ils tenaient leur suspect. Le 20 septembre 1999, une audience préliminaire a été organisée pour évaluer si les éléments à charge étaient suffisants pour engager des poursuites. Et là, un nouveau témoin a fait surface. Un employé d'un vidéoclub situé à proximité de la station-service
a signalé une rencontre étrange. Un homme, qui se faisait appeler John, était venu dans son magasin, demandant avec insistance à voir les enregistrements de vidéosurveillance du bâtiment. Il affirmait qu'une bagarre avait éclaté dans la nuit du 31 juillet et qu'il voulait savoir qui apparaissait sur les bandes. Le vendeur, intrigué par son attitude nerveuse, insistante, a signalé l'incident à la police. Et lorsqu'on lui a montré une photo de Johnny Barentine, il a affirmé « C'est lui. C'est exactement lui que j'ai vu ». Lors des interrogatoires, Johnny a confirmé qu'il avait bien été dans le secteur et qu'il avait été heurté par un pick-up noir. Il a aussi reconnu avoir effacé les rayures de sa voiture avec un chiffon plutôt que de signaler l'incident. Encore une coïncidence troublante, mais cela restait mince, trop mince. Mais lorsque les enquêteurs ont inspecté la voiture de Johnny, ils ont fait une découverte qui faisait tout s'écrouler. Aucune trace d'impact, aucune éraflure, aucune preuve que son véhicule ait été percuté par un pick-up. Confronté à cette évidence, Johnny a avoué avoir menti. Il a déclaré qu'il avait simplement voulu toucher la récompense de 35 000 $. Mais cette excuse n'a fait qu'alimenter les soupçons. Les détectives, à ce stade, n'y croyaient plus du tout. Et pour cause, Johnny avait déjà changé son histoire au moins 6 fois pendant ces 4 heures d'interrogatoire. Les incohérences temporelles étaient flagrantes. Il avait omis des détails clés, réinventé l'ordre des événements, et ces versions se contredisaient les unes les autres. Puis, nouveau revirement. Johnny a affirmé soudain que le véritable tueur serait un voisin à lui, un homme tatoué, travaillant pour son oncle. Selon sa nouvelle version, ce soir-là, Johnny aurait pris cet homme en stop au coin d'une rue avant de se rendre au magasin. Une fois arrivé près de la station-service, le voisin tatoué aurait aperçu les 2 filles et aurait voulu les aborder. Après un court échange, il serait monté à l'arrière de la Mazda, et toute la petite bande serait partie en voiture. Johnny, lui, aurait suivi la Mazda en voiture, pensant devoir ramener son voisin plus tard. Mais à peine quelques kilomètres plus loin, la Mazda se serait arrêtée. Une altercation aurait éclaté à l'intérieur. Puis le voisin serait sorti précipitamment du véhicule avec les 2 filles inconscientes qu'il aurait jetées dans le coffre. Johnny prétendait avoir entendu 2 coups de feu et vu l'homme s'enfuir, arme dans une main, clé de la Mazda dans l'autre. Et malgré cela, Johnny aurait quand même accepté de le raccompagner chez lui. Cette version semblait absolument invraisemblable. Elle n'expliquait pas à quel moment les filles avaient été emmenées dans un endroit boueux, ni pourquoi la voiture avait été déplacée, ni le mobile du crime. Tout sonnait faux. Les multiples versions contradictoires de Johnny, son comportement suspect et maintenant cette histoire cousue de fil blanc ont achevé de convaincre les enquêteurs. Il était leur homme. Johnny Barentine a donc été placé officiellement en détention. Le fameux voisin tatoué a bien été identifié. Il existait. Mais après vérification, 3 personnes distinctes ont confirmé son alibi. Cette nuit-là, il se trouvait loin du lieu du crime. Il a été écarté de la liste des suspects. Désormais, tous les regards se tournaient vers Johnny, mais certains détails continuaient d'intriguer. Quelques jours après son incarcération, un codétenu s'est présenté au gardien. Il a affirmé que Johnny lui avait avoué le double meurtre pendant leur détention. Une information potentiellement cruciale, mais difficile à valider sans preuve tangible. Lors de l'audience préliminaire, les avocats de Johnny Barentine ont contre-attaqué. Ils ont souligné que trop de zones d'ombre subsistaient. Pas de mobile, pas d'armes du crime, pas d'empreintes, pas de preuves matérielles et surtout, pas encore de correspondance ADN. À ce moment-là, le profil ADN retrouvé sur Beasley avait été entré dans la base nationale et aucun match n'avait été trouvé. Le comparatif avec l'ADN de Johnny était encore en attente. La défense s'est alors appuyée sur un point clé. Johnny s'était présenté de lui-même à la police, non pas parce qu'il avait quelque chose à cacher, mais parce qu'il espérait empocher la récompense. Selon ses avocats, il n'était impliqué dans aucun meurtre. Cet argument de la défense, selon lequel Johnny ne voulait que toucher la récompense, a été immédiatement balayé, car c'est sa propre femme qui l'avait signalé à la police. Il ne s'était pas présenté de lui-même. Après les audiences préliminaires, la décision est tombée. Johnny restera en détention jusqu'au procès, fixé pour janvier 2000. Lors d'une nouvelle audience, cette fois pour statuer sur une éventuelle remise en liberté sous caution, l'un de ses avocats a autorisé Johnny à s'exprimer lui-même.
Encore une fois, il a affirmé devant la cour qu'il avait tout inventé, qu'il avait menti sur absolument chaque détail, que son unique motivation était l'argent et que c'était la seule raison de son implication dans cette affaire. Puis, enfin, les résultats ADN sont arrivés. Aucun match. L'ADN retrouvé sur Beasley ne correspondait pas à celui de Johnny Barentine. Pour la défense, cela innocentait clairement leur client. Mais du côté de la police, ce résultat n'exonérait pas complètement Johnny. Selon les enquêteurs, cela prouvait simplement qu'il n'avait pas abusé de Beasley, mais il pouvait toujours avoir été le meurtrier ou un complice. Malgré cette réserve, le 10 janvier 2000, la justice a tranché. Johnny Barentine a été acquitté et libéré. Quelques jours plus tard, les autorités ont augmenté la récompense, 45 000 $. Une nouvelle équipe d'enquêteurs a été formée. Mais en coulisses, l'élan de l'enquête s'était effondré. Des mois d'efforts, d'auditions, de mobilisation avaient été gaspillés. Et puis, un nouveau choc. Février 2000. Dans l'État du Mississippi, 2 adolescentes ont été retrouvées mortes. Elles avaient reçu des balles dans la nuque et leur corps avait été abandonné au bord d'une route. Leurs noms, Amanda Welburn et Kelsey Bullock. Les similitudes étaient troublantes, même profil, même mise à mort. Tout laissait penser qu'il pouvait s'agir du même tueur. Mais après enquête, les autorités ont confirmé, les 2 affaires n'étaient pas liées. Les auteurs de ce double meurtre ont été rapidement identifiés et arrêtés. Puis, une nouvelle piste est apparue. Un jeune homme mystérieux qui avait été vu à la fête où Tracy et Beasley voulaient se rendre. Il avait disparu peu après le meurtre, fuyant vers le Michigan. Son comportement était étrange, et lors de son interrogatoire, il a affirmé ne pas se souvenir de cette nuit-là. Mais une fois de plus, l'ADN n'a pas correspondu à celui retrouvé sur les victimes. Il a donc été éliminé de la liste des suspects. Au total, plus de 500 personnes ont été interrogées et 70 tests ADN ont été réalisés. Aucune piste n'a abouti. L'affaire semblait maudite. Mais les familles de Tracy et Beasley n'ont jamais abandonné. Ils ont continué à se battre pour la justice, pour que personne n'oublie. Grâce à leurs efforts, les photos des 2 victimes ont été imprimées sur les factures d'électricité, sur les enveloppes de courrier, affichées partout. Ils ont organisé des soirées caritatives et ont financé un mémorial le long de la route où leurs filles ont été retrouvées. 2 croix blanches, 2 noms gravés. Et une question toujours sans réponse. Qui les a tués? Sur le bord de cette route de l'Alabama, là où 2 vies ont été volées, une installation symbolique avait été dressée, 2 croix blanches, plantées côte à côte. Mais l'histoire avait encore un goût d'injustice. Ces croix ont été volées, 2 fois, avant qu'on ne les remplace définitivement par des sculptures en béton, plus lourdes, plus résistantes, comme si même la mémoire de Beasley et Tracy devait se défendre contre l'oubli. Et malgré tous les efforts, même des années plus tard, le meurtrier courait toujours. Jusqu'en 2015, l'affaire était dans une impasse. Rien. Aucune piste. Aucune nouvelle preuve. Mais une personne, elle, n'a jamais lâché. Jackie, la sœur de Beasley. Elle continuait de se battre, épaulée par la famille de Tracy. Ensemble, elles avaient créé une communauté sur les réseaux sociaux, entièrement dédiée à la mémoire des 2 amis assassinés. À ce moment-là, près de 4000 membres avaient rejoint la page. Des autocollants, des t-shirts et des affiches à l'effigie des filles étaient vendus, avec des slogans appelant à retrouver le coupable. Les fonds récoltés servaient à imprimer du matériel de sensibilisation, à organiser des événements, des veillées, des hommages publics. Tout pour que l'affaire ne sombre pas dans l'oubli. Et ce travail acharné a fini par porter ses fruits. 20 ans après le double meurtre, en 2019, le département de police d'Ozark a pris une décision cruciale. Il s'est tourné vers la société Parabon Nanolabs, spécialisée dans une technologie révolutionnaire, la généalogie génétique. En exploitant les fragments d'ADN retrouvés sur la scène de crime, les experts ont remonté l'arbre familial en partant d'un parent lointain qui, volontairement, avait un jour soumis son ADN dans une base publique. Et grâce à cela, la liste des suspects s'est réduite à 5 noms. Quand le chef de la police d'Ozark a examiné cette liste, un nom l'a immédiatement interpellé.
Coley Lewis McCraney. Il le connaissait. Ils avaient fréquenté le même lycée à Dothan. En 1999, Coley avait 23 ans. Et à l'époque, il n'avait jamais été interrogé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucun casier judiciaire. Son nom n'avait jamais été mentionné. Mais là, les coïncidences devenaient des indices. Coley avait servi dans l'armée, il savait manier les armes à feu. Et surtout, au moment du crime, il possédait un pistolet 9 mm. Le même calibre que celui utilisé pour tuer Beasley et Tracy. Pire encore, il habitait à seulement quelques minutes de l'endroit où la Mazda avait été retrouvée. Un autre fait troublant est ressorti de son passé. Lors de son divorce en 1999, son ex-femme avait demandé un test de paternité. Pour cela, il devait fournir un échantillon d'ADN. Mais Coley avait refusé. Il avait préféré payer une pension sans discussion. Voulait-il à tout prix éviter que son ADN entre dans une base de données? Au début de l'année 2018, la police a commencé à surveiller discrètement Coley McCraney. À ce moment-là, l'homme de 45 ans avait une vie rangée. Il était chauffeur routier, père de famille, et venait même de devenir pasteur dans une église locale. Il n'avait aucune infraction à son actif. Mais en janvier 2019, le shérif d'Ozark a pris contact avec lui. Il lui a demandé un échantillon d'ADN. Et à la surprise générale, Coley a accepté, volontairement. Quelques jours plus tard, les résultats sont tombés. ADN parfaitement compatible. 100% de correspondance avec les traces retrouvées sur le corps de Beasley. C'était la preuve d'un abus, mais pas encore celle d'un double meurtre. Car l'arme, elle, n'a jamais été retrouvée. Mais après 20 ans, il était tout à fait possible que le meurtrier ait eu le temps de la faire disparaître, définitivement. Lorsque Coley McCraney a été convoqué pour interrogatoire, il a immédiatement nié avoir jamais rencontré les deux adolescentes. Mais quand les enquêteurs lui ont demandé comment son ADN avait pu se retrouver sur le corps de Beasley, l'homme, jusque-là calme, s'est crispé. Visiblement déstabilisé, il a aussitôt demandé un avocat. Les policiers ont tout tenté pour le faire craquer. Mais il n'a rien avoué. Il est resté figé dans ses dénégations. Quand ils lui ont annoncé qu'il risquait 5 chefs d'accusation, dont 2 pouvant mener à la peine de mort, il a fondu en larmes. Mais même en pleurant, il continuait de nier, et répétait qu'il voulait un avocat. Pour tous ceux qui connaissaient Coley, le père, le pasteur, le chauffeur de camion respecté, c'était inimaginable. Mais les tests ADN, eux, ne mentent pas. Les analyses ont été reprises à 0, refaites. Le résultat est revenu identique. 100% de correspondance. Après cet interrogatoire, Coley McCraney a été arrêté. Lors du procès de Coley McCraney, accusé du double meurtre de Beasley et Tracy, la défense a tenté de détourner les soupçons vers d'anciens suspects comme Johnny Barentine ou un policier lié à un scandale. Mais l'ADN retrouvé sur les lieux du crime ne correspondait qu'à McCraney, une preuve jugée accablante. Le procès s'est ouvert en avril 2023. 20 ans après les faits. L'accusation a affirmé que McCraney avait suivi les 2 adolescentes depuis une station-service, les avait conduites dans une zone isolée, abusé l'une d'elles, puis les a éliminées par balle. L'accusé, pasteur respecté, a fini par reconnaître avoir eu une relation sexuelle avec Beasley, mais a plaidé qu'elle était consentie et fortuite. Or, cette version ne cadrait pas avec les faits. Les victimes s'étaient perdues, étaient correctement vêtues, et avait été retrouvée dans un marais couverte de boue. Plusieurs éléments ont renforcé les soupçons. McCraney possédait un pick-up semblable à celui aperçu sur des images de vidéosurveillance. Il était armé d'un pistolet 9 mm, comme celui utilisé pour les meurtres. Et il aurait été le dernier à voir les filles vivantes. Malgré des témoignages louant son caractère et sa foi, le jury l'a déclaré coupable. Il a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. La peine de mort a été écartée. McCraney a fait appel, en vain. Son avocat affirme vouloir continuer le combat, malgré la solidité des preuves ADN. Et pourtant, certains restent persuadés de son innocence. Une communauté de soutien croit en une erreur judiciaire. Alors, coupable? Ou victime d'un système aveugle face à la complexité humaine? C'est la fin de cette affaire. Si cette histoire vous a marqué, dites-le moi en commentaire. Pensez à liker, à vous abonner et surtout à rester prudent. À très bientôt pour une nouvelle affaire.